Je suis Dorit Naon, j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise, je forme leurs équipes à LinkedIn, je suis autrice et chroniqueuse télé. Dans ce podcast pour la rubrique Management de Capital, je vous propose de recevoir chaque semaine des acteurs qui ont su répondre aux nouveaux défis du monde du travail. Remue Manage, le podcast qui secoue le monde du travail. Elle est psychologue clinicienne, créatrice de contenu sur Insta et TikTok sous le pseudo Encore une psy et autrice du livre Le journal du shadow work aux éditions Hachette. Bonjour Isaline Guéraud. Hello, comment ça va? Ça me fait trop plaisir d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Écoute, ça va super et toi? Carrément, écoute, en forme. Écoute, trop bien. Et on va déjà démarrer en te demandant si tu peux nous donner ta définition du syndrome de l'imposteur parce que on est là pour parler de ça aujourd'hui ensemble. Alors, le syndrome de l'imposteur, c'est un vaste sujet. Je dirais que c'est un mécanisme qui va faire chez la personne qu'elle va ne pas se sentir à sa place dans ce qu'elle fait, qu'elle va pas se sentir suffisamment compétente dans ce qu'elle fait, malgré le fait qu'elle ait techniquement les compétences. Ça peut être avoir un diplôme et ne pas se sentir quand même compétent par rapport à ce diplôme. Ça va être ça peut s'exprimer dans plein de domaines. Ça peut s'exprimer dans le domaine pro, ça peut s'exprimer aussi dans les relations perso. On va le retrouver quand même majoritairement dans le milieu pro. Mais voilà, c'est ce phénomène où on va pas se sentir suffisamment à sa place, suffisamment compétent par rapport à ce qu'on fait, par rapport à l'endroit où on est. Il y a une spécificité aussi par rapport aux femmes qui est à noter sur le syndrome de l'imposteur. C'est une étude de BPI France qui dit que 1 femme sur 2 souffre du syndrome de l'imposteur. C'est vraiment énorme. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates en tant que psy parmi tes patientes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un biais, malheureusement, dans notre métier, c'est qu'on reçoit majoritairement des femmes. Donc, c'est difficile de définir un échantillon parce que puisqu'on reçoit majoritairement des femmes, les statistiques, entre guillemets, sont un peu faussées de notre côté parce qu'on le sait, et ça, les études le montrent aussi, c'est les femmes qui sont les plus proches du système de soins et qui vont majoritairement vers la prise en charge de leur santé mentale. Je saurais pas donner les pourcentages, mais c'est assez flagrant, quoi. C'est vrai, c'est vraiment significatif. Et mais par contre, effectivement, chez toutes dans tout l'échantillon des femmes que j'accompagne, clairement, c'est un phénomène qui est extrêmement présent. Et comment tu peux expliquer spécifiquement par rapport aux femmes, justement, ce problème, en fait, ce syndrome de l'imposteur? C'est quoi? C'est patriarcal? C'est l'éducation? C'est l'école? Pourquoi spécifiquement les femmes aussi fortement? Je pense que c'est multifactoriel. Je dirais que moi, j'observe 2 facteurs principaux. Effectivement, on va pas se mentir, le patriarcat, il y joue énormément. Dans la dynamique un peu hiérarchisée et de pouvoir que va avoir, on va dire, le groupe hommes sur le groupe femmes, et on le sait, ça représente une domination systémique. Ça, on peut pas le nier aujourd'hui. Et cette place mise en fait en infériorité entre guillemets du groupe femmes va faire qu'elles vont devoir sans cesse prouver plus en fait. Et ça, on le retrouve beaucoup au final dans les hiérarchies, dans le milieu professionnel, cette impression en fait qui n'est pas vraiment une impression, qui est une réalité, je pense, et tu me diras ce que t'en penses, mais de devoir en faire plus pour être à niveau égal ou pour avoir telle promotion pareille que les autres. Il y a vraiment cet aspect de partir avec presque des bâtons dans les roues, et on le voit, je crois, si je dis pas de bêtises. Par exemple, j'avais vu une étude récemment qui disait que au CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique, si je dis pas de bêtises, la majorité des chercheurs sont des hommes. Et en fait, il y a une étude qui a été menée, et il y a un biais de genre dans les jurys en fait qui vont embaucher les chercheurs au CNRS, et qui fait que ces biais de genre permettent moins aux femmes chercheuses d'être embauchées. C'est hyper intéressant. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi le sujet, parce que merci de parler bien sûr du sujet professionnel, le biais de la parentalité qui rentrerait en jeu, parce que par exemple, on sait qu'une femme en entretien, elle se sent déjà discriminée avant même que l'entretien commence sur le fait de potentiellement devenir une mère ou alors d'avoir déjà des enfants. Est-ce que ça vient pas peut-être aussi de là, ce truc, comme tu viens de le dire, de se sentir déjà avec un handicap et du coup de devoir prouver plus parce que déjà on est stigmatisé en tant que femme et on voit une mère à travers nous. Clairement, je pense qu'il y a de ça dans le milieu professionnel. D'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup de femmes en entretien d'embauche vont peut-être cacher leur désir potentiellement à un moment donné d'être mère ou etc. Voire même certaines qui vont cacher leur grossesse parce que on le sait aujourd'hui, c'est un facteur de discrimination.
qui n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, c'est puni par la loi. C'est interdit de discriminer par rapport à une potentielle maternité. Et je pense qu'il y a un autre facteur aussi qui joue sur le syndrome de l'imposteur, c'est l'éducation. L'éducation des femmes et des minorités de genre, de manière générale. Une éducation qui va être tournée vers le fait d'être lisse, de pas d'être trop, d'être doux, d'être calme, d'être silencieux. Il y a vraiment une éducation tournée autour du fait de ne pas être trop. De ne pas être trop. De pas déranger. De pas déranger. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? C'est l'impression de jamais être assez. Wow. Hyper profond. Je vais te faire réagir toujours sur le monde du travail, au syndrome de l'imposteur, spécifiquement dans le management. Ouais. On a 6 managers sur 10 qui en souffrent du syndrome de l'imposteur en France. C'est ce que nous apprend une grande étude sur le sujet de YouGov. Pour nous, justement, pour Capital et Management, comment t'expliques ce phénomène spécifiquement auprès des managers? Je pense que c'est pareil. Je pense pas qu'il y ait une réponse forcément universelle. Ça, c'est trop une réponse de psy, ça. J'adore. Le milieu de l'entreprise, moi, c'est pas un milieu que je connais particulièrement parce que j'ai toujours exercé, on va dire, en indépendant. Par contre, je pense que il peut y avoir plusieurs explications. La première que je vois, c'est l'accès parfois au poste de manager qui n'est pas toujours donné en fonction des compétences de la personne. Et ça, on le sait. Parfois, c'est un petit jeu de pouvoir, de relations, de machin, qui fait que parfois, on peut se retrouver à un poste dans lequel on n'a pas spécifiquement les compétences pour X ou Y raison. Parfois, on a les compétences pour être manager, mais on n'est pas formé au poste de manager parce que le poste et les missions d'un manager sont des choses tellement spécifiques que chaque manager mérite d'y être formé. Et parfois, en fait, les personnes qui vont grimper un peu de niveau dans les échelles d'une entreprise vont pas nécessairement être formées à ces missions spécifiques et donc vont arriver en étant hyper doués dans ce qu'ils font, mais sans forcément avoir été formés au leadership, aux gestion des équipes, etc., qui sont encore une fois des compétences extrêmement spécifiques et nécessaires pour être manager. Donc moi, c'est un peu les explications que je vois. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, mais bien sûr, c'est hyper pertinent. Mais tu vois, en fait, si on va plus loin, le management, c'est du pouvoir et c'est la légitimité à ressentir ce pouvoir. Donc, en fait, comment on peut expliquer qu'il y ait autant de personnes qui ne se sentent pas légitimes justement pour exercer un pouvoir alors qu'on les a mis dans ce rôle-là? Donc du coup, le message peut-être, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, mais le message peut-être que devrait recevoir le cerveau, c'est on me fait confiance, donc j'ai ma place. Et pourtant, je le répète, on a 6 managers sur 10, c'est énorme, qui se disent non, je ne suis pas légitime et ce n'est pas ma place. Comment on peut expliquer qu'il y a un tel finalement manque d'estime de soi, parce qu'est-ce qu'on parle pas de ça en fait finalement? Pour moi, ça peut venir aussi peut-être d'un vécu en tant que personne ayant été managée avant d'être manager. Est-ce que il y a pas eu, en fait, pour moi, c'est l'aspect du pouvoir, moi, que je questionne. Je pense qu'il y a vraiment une différence entre être un manager qui va être directif et un manager qui va avoir du leadership. Tu vois ce que je veux dire? Hyper intéressant. Le leadership, c'est le fait de ne pas forcément hiérarchiser les relations humaines et de permettre aux personnes avec qui on travaille dans notre équipe d'aller encore plus haut, de révéler leur potentiel, mais en participant soi-même aussi aux efforts fournis. Ça, c'est ça le leadership. Je verrais quelqu'un comme une équipe de tir à la corde. Le manager, il va être le premier sur la corde. Et en fait, il va amener cette force et cet élan pour que les personnes derrière puissent aussi avoir la force de tirer à la corde avec lui. Donc le manager leader, il est là. Un manager complètement déconnecté et directif, c'est une personne qui va être devant les gens qui vont tirer à la corde, sans tirer à la corde, et qui va en fait limite avec je vois le petit fouet là, les encourager, sans y participer. C'est ça la différence. Et je pense que les managers qui vont se mettre à la place de leurs équipes, il y en a finalement peut-être assez peu. Et je pense que les personnes qui deviennent managers ont aussi peut-être vécu des expériences en étant managés, qui ont remis en question leur estime d'eux, qui ont remis en question leurs compétences. Et quand ils arrivent à ces postes, ils sont tiraillés entre ok, comment est-ce que je pourrais faire différemment? C'est quoi un peu ce pouvoir qu'on me donne? Comment est-ce que je peux ne pas l'exercer justement comme dans un rapport de domination que j'exercerais sur les autres? En vrai, ouais, c'est un peu comme une sorte de truc qu'on te remet entre les mains et tu sais pas quoi en faire. Et selon tes expériences vécues, en plus, si elles ont remis en question ton estime de toi et en tant que personne et en tant que pro, c'est une place qui est pas facile à porter, hein.
C'est hyper intéressant la distinction que tu fais parce qu'effectivement on parle de leadership où il s'agit de transmettre et d'inspirer et peut-être de management un peu toxique où au contraire il y a l'ego qui rentre en compte. Est-ce que tu considères justement que quand peut-être, comme tu viens de le dire, on a subi des excès d'ego, des excès de pouvoir, c'est quelque chose qui peut ensuite vraiment entacher notre carrière professionnelle et rester ancré en nous inconsciemment, et comment on peut le réaliser et le déconstruire? Moi, je pense que ça peut clairement impacter une carrière. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes que j'accompagne qui me disent, moi, je souhaite pas devenir manager parce que j'ai pas envie d'avoir cette place-là pour les employés, par exemple. Je me dis, c'est terrible, quand même. Parce qu'elle considère, du coup, cette personne, qu'elle le reproduira fatalement? Peut-être pas qu'elle le reproduira, mais que vu que la dynamique d'entreprise va être toxique ou malveillante, qu'elle arrivera pas à elle seule à faire changer les choses, et donc que la personne deviendra malheureusement contre son gré forcément peut-être abusive ou toxique pour les salariés, parce que un manager dans une boîte a pas le pouvoir de renverser les tendances si la dynamique d'entreprise est elle-même globalement toxique ou abusive. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et en fait, parfois, on pourrait se dire, ok, c'est moi qui vais faire changer les choses. C'est lourd à porter quand même, complètement. Mais comment on peut déconstruire justement ce truc d'arriver à s'imprégner en fait comme une éponge, ce qui est humain et normal, de ces expériences peut-être traumatiques professionnelles, et arriver à être un manager, un leader qui croit en lui et qui arrive vraiment à se détacher de tout ce manque d'estime, tout ce qui a été provoqué par un management toxique passé. Comment on fait pour déconstruire ça? Déjà, il faut en avoir conscience. Ouais. C'est la première étape. Il faut avoir conscience qu'on a peut-être vécu des relations, des dynamiques d'entreprise abusives. Il faut en parler. Il faut pas hésiter à se rapprocher au sein même de l'entreprise ou en dehors, pourquoi pas du pôle RH, qui sont censés être là pour ça, voire même à consulter en fait en dehors, que ce soit un thérapeute, une personne pour accompagner, un médiateur, voire même un préparateur mental. Ce qu'on sait pas, par exemple, c'est que les préparateurs mentaux, c'est très connu pour les sportifs, mais c'est aussi une branche qui peut être très aidante dans l'entrepreneuriat et dans la vie en entreprise. C'est-à-dire, il existe des préparateurs mentaux pour chefs d'entreprise, par exemple. Okay. C'est une sphère en fait qui va permettre justement de travailler sur sa capacité à être un bon leader, sa capacité à gérer une équipe, à être suffisamment confiant pour inspirer de la confiance. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Je pense que donc, pour répondre à ta question, avoir conscience des dynamiques qu'on a vécues, en parler, essayer de les traiter de soi à soi, de guérir, en fait, si ça a vraiment généré des blessures et des séquelles dans le présent. Et ensuite, se former. Se former parce qu'encore une fois, être manager, gravir les échelons dans une entreprise, ça demande des compétences spécifiques qui ne s'inventent pas. Bien sûr, la formation extrêmement nécessaire. Moi, j'ai envie de te demander comment il se répercute dans la psychologie des gens, ce syndrome de l'imposteur, parce qu'on le rappelle, t'es psychologue clinicienne. Tout à fait. Donc, on parle pas finalement que de pro, on parle aussi de la vie amoureuse des gens, évidemment leur vie pro, mais aussi l'estime d'eux-mêmes. Ça, c'est quoi les conséquences d'un syndrome de l'imposteur sur un être humain au quotidien? Alors, il y en a plusieurs. Je pense que ça peut générer de l'anxiété, parce que ne pas se sentir à sa place, ne pas se sentir suffisamment compétent, ça peut amener une forme d'hypervigilance, c'est-à-dire je vais me mettre à faire attention à tout pour être sûr d'être suffisamment bon, suffisamment bonne. Donc et cette hypervigilance, ça peut générer de l'anxiété. Ça peut également ça peut faire baisser l'estime de soi, mais de sorte à avoir parfois, du coup, une absence d'estime de soi, voire même un discours interne extrêmement dévalorisant, et tout cet ensemble de choses, ça peut amener, pourquoi pas, à des symptômes dépressifs, par exemple, en fait, si on peut vraiment pousser la chose extrêmement loin, et ça peut également amener à des comportements au sein des relations qui vont manquer d'authenticité et qui peuvent ensuite impacter la qualité des relations, voire, pourquoi pas, instaurer aussi des dynamiques pas forcément très saines. Et tout à l'heure, on parlait du coup du fait que les expériences pro ont un rôle à jouer dans le syndrome de l'imposteur. Toi, j'ai vraiment une question purement cognitive pour toi. Est-ce que c'est possible de naître avec le syndrome de l'imposteur, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on développe dans l'enfance ou dans l'adolescence ou dans l'âge adulte au fil des expériences? C'est pas inné. C'est pas inné. Ça, c'est clair et net. C'est complètement acquis par les expériences de vie.
Alors, ce serait faux de dire que quand on est juste une page blanche. C'est faux. Maintenant, déjà, il y a la génétique, l'hérédité. On commence même à voir qu'il peut se passer des trucs aussi un peu cognitivement pendant la grossesse du parent. Et ça peut avoir des conséquences. Mais quant à ce genre de phénomène comme le syndrome de l'imposteur, c'est complètement de l'acquis par expérience de vie. Et est-ce que tu considères que les réseaux sociaux, ils peuvent alimenter ce syndrome de l'imposteur? Wow, complètement. Comment? Pourquoi? En fait, malheureusement, c'est un peu le vice des réseaux sociaux, même si je trouve que les réseaux sociaux sont aussi sont aussi des plateformes qui peuvent être incroyablement riches et qui peuvent incroyablement nous tirer vers le haut. Malheureusement, le gros vice, c'est la comparaison. La comparaison, c'est le phénomène le plus délétère des réseaux sociaux aujourd'hui, je pense. C'est de moins en moins le cas. Je sais pas si tu te souviens, au tout début des réseaux sociaux, il y avait vraiment ce truc où on aimait ce qui nous vendait du rêve. Ouais, complètement. C'était vraiment cette dynamique-là qu'on recherchait. Donc, en fait, on allait forcément consommer du contenu de personnes qu'on mettait sur des piédestals. Moi, je dirais piédestal, mais t'inquiète, on valide. des piédestals. Et il y avait vraiment ce truc de sortir de la réalité, rêver. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que toute l'ère des influenceurs de télé-réalité a bien fonctionné au début et beaucoup, beaucoup moins maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on recherche maintenant? On cherche du réel. On cherche de l'authentique. On recherche à s'identifier aux personnes qu'on suit. Et bon, ça implique d'être plus humain, d'être plus soi-même. Malgré tout, il y a quand même ce phénomène de comparaison qui va toujours exister. Comparaison à des personnes qui vont, j'en sais rien, peut-être faire le même métier que nous et qui vont nous paraître meilleures, qui vont nous paraître plus charismatiques, qui vont nous paraître plus avenantes, plus ou moins timides, moins. Et en fait, ce phénomène de comparaison, il alimente ce syndrome de l'imposteur complètement. Aujourd'hui, tout le monde quasiment est sur les réseaux sociaux et toi d'ailleurs, tu crées du super contenu sur ton compte Insta et TikTok, encore une psy, où tu vulgarises la psychologie avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Est-ce que finalement, ça serait pas ça la clé pour aujourd'hui aller mieux de ce point de vue-là? C'est la pédagogie sur la santé mentale et essayer de déconstruire justement ce schéma où, comme tu le dis, effectivement, on l'a plébiscité pendant très longtemps. Voilà, le bling bling, on trouvait ça impressionnant, hein, c'est vraiment le mot. Et aujourd'hui, on trouve ça saoulant. On n'en veut plus parce que effectivement, ça nous fait complexer. On se compare et on voit qu'en plus c'est très très fake. Est-ce que ça serait pas ça la clé pour se guérir peut-être tous et toutes de ce syndrome de l'imposteur? C'est continuer cette vague de parler de santé mentale comme tu le fais, comme le compte Pastel Média le fait extrêmement bien, et d'autres médias. C'est pour toi, ça fait partie des solutions? Pour moi, la psychoéducation. Donc le fait de s'éduquer justement sur les thématiques de santé mentale et sur les dynamiques psy, c'est l'avenir. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai voulu commencer à créer du contenu sur les réseaux, parce que la thérapie c'est pas accessible à tout le monde. C'est vraiment un accompagnement de privilégié, et ça c'est complètement ok de le dire. Et alors que le contenu sur les réseaux, il est accessible, comme tu le dis tout à l'heure, à un maximum de personnes, parce que c'est gratuit. Et on peut faire énormément de choses et atteindre bien plus de personnes que la personne qu'on va atteindre en thérapie individuelle. La psychoéducation, pour moi, c'est de l'avenir. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école. C'est pas des choses qu'on apprend beaucoup dans les livres, parce que les livres, on va pas nous les donner de toute façon. On va pas nous les transmettre. La psychoéducation, c'est ce qui va nous permettre de comprendre notre fonctionnement et ensuite de pouvoir trouver des outils et des stratégies pour faire en sorte non pas de mieux fonctionner en mode on est des petites victimes du capitalisme, mais plus pour être capable de gérer nos modes de fonctionnement et de faire en sorte qu'ils s'intègrent de manière adaptée aux différents environnements dans lesquels on évolue. Je vais te faire réagir à un article du site de GoodFab. Alors, ça va vraiment m'intéresser d'avoir ton avis sur cet extrait. L'extrait. Le syndrome de l'imposteur peut avoir un impact significatif donc sur la santé mentale, on vient d'en parler, des individus. Les sentiments persistants de doute, d'insécurité et de peur d'être découverts comme une fraude, c'est très fort le mot, peuvent entraîner des niveaux élevés d'anxiété et de stress. T'en penses quoi? C'est complètement vrai. Comme je te le disais tout à l'heure, le fait de ne pas se sentir fraude, c'est fort comme mot. Bien sûr. En fait, c'est typiquement ce que je te disais tout à l'heure, dans le sens où si je me sens pas suffisamment compétent ça va pas nécessairement m'empêcher de le faire, mais du coup, pendant que je vais le faire, je vais constamment penser que je suis pas à ma place et que effectivement, je suis un peu une fraude qu'on va peut-être pas tarder à découvrir. Et en fait, ce truc de qu'on va peut-être pas tarder à découvrir, ça nourrit l'anxiété. Il y a un peu ce truc où c'est comme si on agissait un peu en cachette, en fait, au final. C'est-à-dire, on va travailler, on va faire ce qu'on doit faire, mais
on va devoir mettre des choses en place pour éviter d'être découvert comme étant une fraude. Et en fait, ces comportements d'évitement d'être découvert, ça va être justement le fait de vouloir en faire plus, de manquer d'authenticité, d'essayer d'exacerber peut-être certains traits, d'en masquer d'autres. Et en fait, tout ça, c'est hyper énergivore. Donc déjà, ça nous épuise. Ça fait augmenter notre niveau d'anxiété parce qu'on est en constante hypervigilance d'être découvert comme étant une fraude. Et en fait, on crée une bombe à retardement. On crée une bombe à retardement et je pense que le syndrome de l'imposteur est un facteur facilitant le burn-out, par exemple. Waouh, hyper profond. Et ils ont quel rôle les proches pour alimenter ou non alimenter ce syndrome de l'imposteur? Le rôle, les attentes. Je pense que c'est les attentes. Les attentes les attentes des proches vont jouer un rôle, je pense, déterminant dans la manière dont peut évoluer le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu connais l'effet Pygmalion, du coup? De nom, je t'avoue, mais sinon, non. En fait, explique-moi tout. L'effet Pygmalion, c'est un concept psy qui a été, on va dire, montré par des études qui dit que les attentes que vont avoir tes proches vont vraiment influencer et peuvent même tirer vers le haut tes compétences et ton bien-être. Si tu as des attentes positives envers une personne, c'est-à-dire que si tu la valorises, si tu lui dis qu'elle est capable d'y arriver, en fait, ça va augmenter ses résultats. On le voit, ils ont fait une étude avec des profs dans une école. Les profs ont eu une attitude hyper positive, hyper valorisante envers des élèves qui n'avaient pas nécessairement des très bonnes notes. Et en fait, ils ont observé une augmentation des notes de ces élèves. Tandis qu'à l'inverse, du coup, si on va avoir une attitude soit négative ou soit trop tournée vers de la pression, etc., donc plutôt une forme de renforcement négatif, dans ce cas-là, on pourra observer probablement une baisse des résultats, une baisse des performances et également une baisse aussi de l'estime de soi. Parce que dans l'effet Pygmalion, on observe aussi une augmentation de l'estime de soi et du bien-être lorsque les attentes des proches sont valorisantes et positives. Donc en fait, les attentes, elles jouent un rôle énorme. C'est-à-dire que si on a des proches qui nous mettent la pression, qui ne vont pointer que les choses négatives qu'on fait en oubliant complètement le positif, qui vont nous rajouter du stress, etc., déjà, ça va vraiment faire baisser notre estime de nous-mêmes. Et en plus, ça a des chances de faire baisser en fait nos résultats et nos performances, notre potentiel. On le répète jamais assez, mais c'est très très important de bien s'entourer. On s'imprègne de nos proches. Pour moi, c'est l'entourage, c'est primordial. Un bon entourage, c'est primordial et dans ce qu'on va être capable de faire dans sa vie et surtout dans comment est-ce qu'on va pouvoir évoluer en tant que personne, en tant qu'être humain, au-delà juste du fait de faire, de travailler, de produire. L'entourage, c'est un facteur extrêmement important dans le bien-être et la santé mentale. Je vais te faire réagir au témoignage d'une personne qui va parler de l'importance du langage dans le syndrome de l'imposteur et j'ai trouvé ça brillantissime. Donc c'est sur le site asana.com. Donc c'est une personne qui s'appelle Catherine et qui a dit « Revoir mon langage m'a été d'une grande aide au lieu de faire appel à des phrases passives classiques du type « j'ai aidé à »,« j'ai apporté mon soutien à » ou « j'ai coordonné » par exemple. Désormais, j'utilise un langage plus ferme et assuré. J'ai dirigé, j'ai collaboré avec, je me suis associé à. T'en penses quoi? Est-ce que pour toi, il y a un impact dans la façon dont on s'exprime pour processer la légitimité qu'on a à avoir une place, une posture et du coup à combattre le syndrome de l'imposteur? Complètement. Notre discours, qu'il soit interne, donc la manière dont on va se parler à nous-mêmes, nos pensées, etc., et externe, donc ce qu'on va dire et la manière dont on va le dire, ça a un impact énorme sur notre place, on va dire, en société, sur notre rapport à nous-mêmes et donc nécessairement sur ce syndrome de l'imposteur. C'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne. Donc je pense que s'il y en a qui vont écouter ça, elles se reconnaîtront. Le discours interne, c'est un des outils les plus puissants qu'on a face à notre estime de nous, à notre confiance en nous et donc à notre santé mentale. Le cerveau, c'est aussi quelque chose de très bête et méchant. C'est-à-dire que cognitivement, si je dis je suis nul, même si je le dis en rigolant, en fait, le cerveau il va entendre quand même je suis nul. Le second degré, etc., l'ironie, le cerveau il entend juste je suis nul. Ça renforce un discours interne dévalorisant et ça marche aussi effectivement avec la tournure des phrases, que ce soit des phrases plus passives ou autres. En fait, le cerveau il va enregistrer textuellement ce qu'il entend ou les pensées qui lui viennent, et ça va nourrir potentiellement du coup une faille comme celle du syndrome de l'imposteur. Et tout comme, pour pouvoir en sortir, il va falloir travailler ce discours interne vraiment comme un effort, c'est comme faire du sport. C'est-à-dire moi c'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne,
les choses, elles viennent jamais automatiquement. Si vous avez un mécanisme dysfonctionnel comme le syndrome de l'imposteur, pour pouvoir réintroduire un mécanisme plus adapté, il va falloir fournir des efforts au début, comme apprendre à conduire, comme apprendre à faire du vélo. Au début, on est hyper concentré sur tout, et ensuite, on ne se rend même plus compte de comment on arrive au point A, d'un point A à un point B. Et ça passe par ce travail du discours, qu'il soit interne ou externe. Commencer effectivement par être plus travailler sa posture, une posture plus affirmée dans son discours, une posture plus valorisante, plus bienveillante, plus indulgente. Pas forcément de trucs hyper positifs comme on peut le voir, ce truc un peu fake it until you make it. Se regarder dans la glace et dire oui, je suis la plus belle, je suis la plus forte. Quand ça fait pas sens, ça sonne faux. Il vaut mieux partir sur des choses déjà ne serait-ce qu'un peu plus neutres, comme dire je suis un être humain, je suis ok, je fais de mon mieux. Et déjà ça, c'est une base énorme. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça soit dans le monde du travail ou même dans la vie, on parle énormément de la communication non violente et de la communication positive, mais envers les autres. Mais personne ne parle de la communication positive quand on parle de soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper inspirant, parce que finalement, comment on peut espérer, et tu m'arrêtes en tant que psy si je dis n'importe quoi, comment on peut espérer avoir une bonne attitude, un bon comportement envers les autres, si on n'est même pas capable de le faire envers soi? Les deux sont hyper interconnectés. Ça, c'est une certitude. C'est-à-dire que, encore une fois, on peut réussir à avoir une attitude convenable et adaptée envers les autres, même si c'est pas quelque chose qu'on arrive à s'apporter à soi, parce que en fait on aura mis en place des mécanismes, un peu des masques sociaux, des mécanismes de masquage de nos propres traits, etc., qui vont nous demander beaucoup d'efforts. Et ça va être complètement épuisant et ça va manquer d'authenticité, malheureusement. Par contre, si on se recentre d'abord sur nous et qu'on va d'abord vraiment chercher à travailler, à évoluer nous-mêmes sur notre perception de nous et de notre confiance en nous, ensuite, notre rapport aux autres sera beaucoup plus authentique, beaucoup moins fatigant. Et ça nous demandera vraiment moins d'efforts, quoi. Tout à l'heure, je t'ai fait réagir au début au degré de syndrome de l'imposteur chez les femmes. Maintenant, un chiffre terrible, je vais te faire réagir au degré de syndrome de l'imposteur à l'échelle mondiale. 70%. 70% d'humains à l'échelle mondiale, attention, accent anglais. C'est selon le Journal of Behavioral Science. Comment on explique ce chiffre immense? 70% à l'échelle mondiale. Et là, énorme. c'est homme, femme, c'est pas que femme. Ouais, c'est énorme. Et je pense malheureusement que c'est sûrement lié aux dynamiques un peu sociales, c'est-à-dire que les sociétés dans lesquelles on vit, elles sont un peu toutes hiérarchisées, et donc en fait elles mettent en avant cette idée que pour être valorisées, alors surtout là je vais surtout parler, on va dire, des sociétés plutôt capitalistes, etc., ça va être pour être valorisé, il faut produire plus, faut faire plus, faut être plus performant, il faut avoir plus, donc faire plus pour avoir plus et en bien et en valeur, même en valeur humaine, quoi. Et je pense que ce fonctionnement-là, très hiérarchisé, va toujours instaurer des mécanismes de comparaison et donc nécessairement des mécanismes des estimes de soi et de renforcement négatif. On va également déshumaniser aussi notre posture, c'est-à-dire qu'on va devenir des machines un peu allouées à justement la performance, allouées à la productivité, etc. Et cette déshumanisation, nécessairement, elle va avoir un impact sur la manière dont on va se percevoir, c'est-à-dire que quand on va être malade, par exemple, on va se sentir nul. Moi, j'ai tellement de personnes que j'accompagne qui n'osent pas se mettre en arrêt de travail, par exemple, parce que ils ont pas envie de décevoir, parce que ils ont pas envie de manquer à leur mission, parce que ils se disent que ils sont faibles s'ils se mettent en arrêt de travail, alors qu'on le rappelle, un arrêt de travail ça peut aussi être utilisé à titre préventif. Si jamais on sent que sa santé se détériore, il faut pas attendre d'être au fond du gouffre, parce que quand on est au fond du gouffre, il faut se mettre en arrêt évidemment, mais ensuite ça va mettre bien plus de temps à remonter la pente en soi. Et personne n'est essentiel et tout le monde est remplaçable, et une santé, on en a qu'une. Exactement. Ce que je dis toujours, c'est que le travail, on peut en trouver un autre. Par contre, la santé mentale, une fois qu'on la perd, elle est bien plus difficile à retrouver, malheureusement. Complètement. Et ça, c'est hyper important d'en parler, effectivement, parce que oui, il y a cette idée de l'arrêt de travail. Oui, on estime que on doit être fidèle à l'entreprise quoi qu'il arrive, même si on n'est pas en état de travailler. Ça, c'est aussi lié au syndrome de l'imposteur. Complètement. Ce truc de se dire ma santé n'est pas assez importante pour que je la priorise. Oui, complètement. Et puis il y a aussi probablement cette idée qui dit que si je me mets en arrêt, ils vont découvrir que je suis une fraude. Parce que si j'étais vraiment compétente pour ce poste, j'aurais pas besoin de me mettre en arrêt.
Donc en fait, ça peut clairement être lié, ouais. Et alors, tu nous parles de la méthode Shadow Work, donc le sujet de ton livre, et de comment elle peut nous aider justement à lutter contre le syndrome de l'imposteur. Le Shadow Work, du coup, donc c'est le travail de l'ombre, et clairement, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui peut faire partie de notre ombre. Donc notre ombre, pour simplifier, ça va être des traits qui nous composent et qu'on a du mal à accepter. Ça va être toutes ces choses qui font partie de nous, qui peuvent faire partie de nos traits de personnalité, de nos peurs, parfois de nos traumatismes, de notre vécu, qu'on va essayer de mettre dans des tiroirs et qu'on va pas trop vouloir toucher parce que c'est dévalorisé par la société, parce que on perçoit ça comme étant négatif, comme étant désagréable, etc. Forcément, le syndrome de l'imposteur, ça en fait partie. Donc, ça fait partie de notre ombre. Pourtant, toutes ces choses qui nous composent, elles ont un intérêt dans notre construction et dans notre existence parce que, de toute façon, elles sont là. Donc si, je range quelque chose dans un tiroir, déjà, ça va pas arrêter d'exister, c'est une fausse croyance. Au bout d'un moment, à force de mettre des choses sous le tapis, on trébuche sur le tapis. Il vaut mieux apprendre soi-même à soulever volontairement ce tapis, à accueillir ce qui se présente en dessous, à le traiter, faire en sorte que ce soit beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé pour qu'ensuite, ça me fasse grandir en tant qu'individu unifié entre ce que j'apprécie chez moi et ce que j'apprécie un peu moins, mais avec lesquels je peux vivre, au final. Et ce syndrome de l'imposteur, le travail du shadow work, c'est clairement hyper adapté, dans le sens où on va pouvoir accompagner toutes les peurs qui sont liées au syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, il se nourrit en fait sur la base de certaines peurs, la peur de pas être assez, la peur de ne pas être suffisant, la peur d'être rejeté, etc. Toutes ces peurs-là, c'est des peurs qui se travaillent très bien en accompagnement. Et un outil, effectivement, comme le shadow work peut vraiment permettre d'enclencher ce travail selon le niveau d'anxiété et selon le niveau de mal-être lié à ce syndrome de l'imposteur. Il faudra quand même compléter avec un accompagnement individuel, parce que un travail de journaling pourra peut-être ne pas suffire. Par contre, sera très utile en complément, mais ça va dépendre du niveau effectivement de mal-être. Et d'ailleurs, pour rebondir sur l'aspect thérapie dont tu parles, on rappelle que mon parcours psy, ça permet à n'importe qui d'avoir 8 séances de psy par an. Alors maintenant, ça a évolué. Ça a évolué, parle-nous-en. Oui, du coup, le dispositif Mon Psy, alors c'est un dispositif duquel je ne suis pas fan dans ses fondements. D'accord. Dans le sens où, alors c'est un peu moins le cas maintenant, parce qu'il a changé justement, parce qu'avant, effectivement, les séances étaient prescrites uniquement sur rendez-vous médical, donc ça dépendait en fait d'un médecin. Il y avait 8 séances qui étaient conditionnées à une durée assez courte et à un tarif assez bas pour les psychologues. Ce que je trouvais un peu trop uniformisant pour les psys. Malheureusement, notre travail peut pas se faire en 30 minutes. Ça me paraissait complètement inadéquat. Maintenant, depuis juin 2024, le dispositif, il a changé, s'appelle Mon Psy d'ailleurs, je crois. Ok. Et maintenant, c'est 12 séances par an, sans forcément avoir besoin d'un rendez-vous d'une prescription médicale. Et les séances peuvent être plus longues et la rémunération pour les psychologues est plus importante. Donc, c'est une formule avec laquelle je m'entends un petit peu mieux en soi. Et par contre, effectivement, elle est complètement utile pour les personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de pouvoir se payer une thérapie autrement. 12 séances par an, on rappelle, c'est une séance par mois. Franchement, c'est pas rien. C'est suffisant pour un accompagnement et c'est déjà vraiment bien en termes de fréquence. Et du coup, renouvelable, en fait, à chaque nouvelle année civile. Donc, il a évolué plutôt dans le bon sens pour l'instant. Et ça permet d'avoir accès à la santé mentale, ce qui est essentiel et ce qui n'était pas forcément le cas avant. Complètement. Et puis l'annuaire, du coup, des psychologues partenaires, il se trouve sur le site Amélie, si je dis pas de bêtises. Super, au top. Merci pour ces précisions, elles sont quand même essentielles parce que finalement, c'est le grand sujet de ce podcast, c'est vraiment arriver à guérir sa santé mentale pour arriver enfin à être en paix avec soi-même, et ça passe, comme tu le dis si bien et comme tu le sais si bien, par aussi beaucoup une thérapie. Isaline, c'est quoi tes projets futurs ? Oula. Alors, mes projets futurs, là, du coup, pour le mois d'octobre, je fais tout un mois de la santé mentale où je fais déjà 2 lives par semaine sur des thématiques liées à la santé mentale. Donc, sur quelle plateforme ? Twitch. Du coup. Ok, super. C'est quoi le pseudo ? Encore une psy. Ah, y a pas de mystère. Le même pseudo partout. J'ai vocation à faire évoluer vraiment ma plateforme Twitch parce que c'est un réseau que j'adore et que je trouve plein de potentiel et avec lequel je m'éclate, honnêtement. Le gros projet pour 2025, c'est de faire évoluer mon association, du coup Evimeria, qui est une association qui œuvre pour rendre l'accès à la santé mentale plus inclusif. Et le gros projet, alors là je te tease de ouf. Waouh, génial. C'est vraiment un teasing de ouf. Waouh.
Je suis honorée. Je suis en train de voir pour créer ma propre ligne d'écoute. Wow. Donc là, on est en train de... je dis c'est moi pour l'instant, et Emma, mon alternante cursurelle. On va commencer à monter le projet, et Marie aussi qui bosse dans l'asso avec nous, de monter le projet pour pouvoir le présenter à des demandes de financement et de subventions. Donc ça passera soit par une campagne de crowdfunding, je pense que ce sera le cas, et donc une ligne d'écoute psychologique inclusive et bienveillante qui se veut sécure pour les personnes qui vivent des violences systémiques, donc communauté LGBT, femmes, personnes racisées, etc. Parce qu'une telle ligne d'écoute psy, ça n'existe pas aujourd'hui. Malheureusement, la plupart sont tenus par des bénévoles qui sont pas hyper formés en profondeur. La mienne se voudra tenue par soit des psychologues, soit des étudiants en M2, parce que c'est aussi mon souhait de pouvoir prendre des stagiaires et de boucler la boucle, ayant moi-même été du coup étudiante, et toutes les personnes seront formées et sensibilisées aux violences systémiques. Waouh, bravo pour tous ces engagements, c'est hyper inspirant et hyper nécessaire. Donc écoute, plein de force dans tout ça. Merci. Merci beaucoup pour toutes tes lumières, c'était passionnant comme échange, et je suis sûre que tu as donné énormément de clés à nos auditeurs pour arriver à la paix intérieure, parce que finalement c'est ça, comme je disais tout à l'heure, l'objectif. Ouais. Donc merci beaucoup Isaline, on rappelle que tu es l'autrice du journal du Shadow Work aux éditions Hachette. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, ajoutez des étoiles, des likes et des commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine.